Aujourd'hui, je reçois le CEO de Skillsay, Kamel Mekouar. Kamel, ce qu'il fait, c'est très simple. Il fait du recrutement. Il t'aide à trouver les meilleurs candidats en fonction de ton besoin dans ton entreprise. La seule différence qui, elle, est notoire, c'est qu'aujourd'hui, lui, il est spécialisé sur le marché marocain. Donc, le fait de trouver des candidats sur le marché marocain ou de trouver des candidats pour toi sur le marché étranger. En d'autres termes, si tu es une entreprise française et que tu cherches à avoir un chargé de recrutement qui, lui, va te trouver des candidats, Kamel, depuis le Maroc, peut te le faire. En d'autres termes, de nouveau, ce qu'il fait, c'est de l'outsourcing ou de l'externalisation si tu préfères. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, tout simplement parce que moi, j'ai ma propre agence qui est une agence de prospection téléphonique. En gros, on appelle des gens à ta place pour prendre des rendez-vous qualifiés avec eux. Et moi, je travaille avec énormément de Marocains sur le marché marocain. D'ailleurs, je vis au Maroc parce que tu le sais déjà, le Maroc, c'est un des grands hubs de téléprospection en ce qui concerne la francophonie. Alors c'est pour ça que j'ai invité Kamel, parce que Kamel aujourd'hui, c'est un des rares experts que je connais qui est assez sérieux pour parler de ce sujet et qui a placé assez de candidats sur les marchés étrangers et les marchés marocains pour pouvoir donner son propre avis. Et du coup, c'est de ça qu'on a parlé pendant le podcast. Comment trouver les meilleurs candidats à l'étranger? Est-ce qu'il faut se faire aider? Est-ce que finalement, on peut trouver tout seul ces candidats? Est-ce qu'il y a des best practices? Bref, tout ça, on en a parlé pendant ce podcast. Et c'est d'ailleurs ce que je te présente du coup cette semaine. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de parler avec lui. Je te laisse avec le podcast, je te dérange pas plus. Prends soin de toi. Kamel, super content de t'avoir dans mon podcast aujourd'hui. Merci à toi, Tassim. C'est un plaisir pour de vrai. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez central dans ma vie aujourd'hui, puisque j'ai ma propre agence d'externalisation aujourd'hui au Maroc, avec que des Marocains en interne, etc. Et tu te doutes bien que moi, dans mon métier, c'est un métier de recrutement, en fait. Je fais du recrutement, en fait. C'est ça mon gros de mon métier. Et aujourd'hui, je t'invite parce que toi, étant donné que tu es expert du sujet, tu as fait ça pendant pas mal de temps et que tu es bon là-dedans, en plus, je le sais. De toute façon, je réfère les gens à l'introduction du podcast pour revenir là-dessus. Et du coup, j'aimerais qu'on fasse un podcast un peu spécial. Imaginons que voilà, on discute avec un ami à moi, que je veux le conseiller de venir au Maroc, il veut lancer sa boîte, il y a peut-être même une boîte déjà qui est lancée, il veut peut-être externaliser une partie de son service au Maroc. J'aimerais lui présenter dans un premier temps, l'enfoncer dans sa chaise, lui donner tous les mauvais côtés pour qu'il soit prêt et qu'après on lui donne tous les bons côtés derrière. Donc du coup, la première question que je vais te poser, le meilleur pour la fin, comme on dit. Donc... Exactement. Ouais, non, mais... Et donc du coup, la première question que j'aurais à te poser, elle est très simple, c'est dis-moi tous les mauvais côtés qu'on pourrait rencontrer avec des candidats marocains. Et après, peut-être, on fera une ouverture peut-être sur l'entrepreneuriat de manière générale au Maroc. D'accord, super. Déjà, merci à toi aussi. Ça me fait toujours plaisir de partager mon expérience avec des gens qui veulent s'installer au Maroc ou qui veulent entreprendre, que ce soit entreprendre de manière générale ou entreprendre dans ce domaine-là, plus particulièrement. Parce que effectivement, c'est un parcours du combattant. Je rebondis un peu sur ce que tu as dit sur le fait que je sois très bon. Avec toute la modestie, je vais pas non plus dire que je maîtrise au maximum parce que on en apprend tous les jours. Ça, c'est d'ailleurs un conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est que ne jamais se reposer sur ses acquis et toujours apprendre. Et franchement, moi, de jour en jour, des fois, j'apprends de nouvelles choses sur le marché, l'évolution du marché, l'évolution du recrutement au Maroc. Voilà, moi j'ai créé ma boîte depuis 2019 et c'est vrai que il y a des tendances qui ressortent par rapport aux candidats marocains. Donc pour répondre maintenant à ta question sur entre guillemets les mauvais côtés peut-être qu'on pourrait rencontrer chez les candidats. Écoute, les Marocains on va dire qu'ils sont de manière générale assez bureaucratiques. Donc, ils vont effectuer des tâches de façon assez robotisée, c'est-à-dire que, voilà, c'est des gens qui sont sérieux, certes, mais qui vont avoir tendance à, d'après ce que j'ai pu voir et les retours que j'ai pu avoir des recruteurs, qui vont pas forcément prendre beaucoup d'initiatives. Soit par manque de confiance, soit c'est surtout ça, parce que c'est des gens en général qui vont être beaucoup dans la théorie et peu dans la pratique. Alors la différence, faut savoir, c'est pas seulement leur faute à eux, c'est aussi que on a un système où moi je l'ai remarqué parce que j'ai fait des stages en France, des stages au Maroc. En tant que stagiaire au Maroc, on n'est pas beaucoup impliqué, on nous donne pas beaucoup de responsabilités. Du coup, il y a vraiment un gouffre, je le sens, entre une personne qui va finir ses études, qui va avoir fait que des stages au Maroc et qui va rentrer dans la vie active, elle va vraiment sentir une différence. Donc, il lui faut un temps d'adaptation, on va dire. Chose qui n'est pas le cas en France ou en Europe, lorsqu'on fait un stage, on est tout de suite impliqué, on va avoir beaucoup
de responsabilité. En fait, le recruteur va te faire sortir un peu de ta zone de confort. Il va t'impliquer dans des choses, il va te responsabiliser davantage, etc. Donc peut-être que voilà, le Marocain, certes, alors attention, il est très adaptable, il a une bonne capacité d'adaptation, mais il n'a pas forcément tous les outils lorsqu'il est étudiant pour appréhender et bien s'intégrer dans le monde de la vie active. Voilà, donc c'est peut-être ça que je vais résumer à de la bureaucratie, à de la, on va dire, du manque de prise d'initiative. Et voilà, donc c'est un peu un cas qu'on remarque surtout chez les jeunes diplômés. Là, moi, je parle vraiment des jeunes diplômés qui commencent ou qui ont peut-être jusqu'à 2 ans d'expérience parce qu'ils n'auront pas encore eu assez d'expérience. Voilà, c'est un manque de confiance aussi, comme j'ai dit, manque de confiance en soi. Peut-être parce que aussi la hiérarchie est assez visible au Maroc. On va sentir dans les entreprises marocaines qu'il y a une certaine hiérarchie, qu'il y a des limites à pas franchir, etc. Donc un Marocain va peut-être plus vouloir se mettre dans un moule et ne pas sortir du cadre. Voilà. Donc, mais comme j'ai dit, il a quand même une capacité d'adaptation où il va pouvoir s'adapter si il va voir de jour en jour qu'on va lui demander de sortir, comme j'ai dit, de sa zone de confort. Il va pouvoir s'adapter. Voilà. Ok. Écoute, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. En fait, tu soulèves en fait un grand paradoxe que j'ai vu, moi que j'appelle le paradoxe marocain, où il y a des limites à tout, mais il y a des extrêmes partout. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. C'est-à-dire, il y aura des limites, il y a des endroits à pas dépasser. Il y a des sujets vraiment politiques, il faut pas parler. Il y a des sujets au travail, il faut pas parler. Tu vois, il y a toujours une limite, mais entre les deux, il y a une certaine forme de liberté qui est assez exceptionnelle pour le coup. Donc la hiérarchie, premièrement, c'est un truc qui est super important là-bas. C'est quelque chose qui est très important au Maroc. Exactement. Ça, je l'ai vu. Et aussi, contre, ça, je pense, désolé si je te coupe, mais je pense que c'est dû aussi au fait que le Marocain, en général, contrairement à un Européen où il va vite comprendre tout ce qui est Erasmus, il va avoir l'habitude dès le plus jeune âge à s'ouvrir au monde à travers, par exemple, des stages à l'étranger, des choses comme ça. Je vois. Le Marocain, avec le manque d'expérience à l'international qu'il a, il va peut-être avoir moins de confiance en lui pour s'adapter dès les premiers jours. Mais il va quand même pouvoir s'adapter si on lui met tous les outils à sa disposition. Voilà. Alors que pourtant, le Marocain, le candidat marocain ou le Marocain en général, il est fort en langue. Il va apprendre une langue très très rapidement. Et ça, on le voit rien que dans l'environnement familial. Parfois, on parle 3 langues à la maison, 4 langues. Donc c'est pas vraiment une histoire c'est pas une histoire de différence culturelle. C'est simplement une histoire d'expérience. Voilà, il faut le responsabiliser dès le plus jeune âge. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est que en fait les compétences, c'est le potentiel, il est gâché, je trouve, au Maroc. Il y a des compétences folles. Moi, avec ma femme, personnellement, je parle 3 langues. Je parle français, anglais, arabe. Donc, tu vois, c'est très bizarre de faire ça. Et quand, tu sais, moi, ça fait 1 an que je suis là, je parle avec elle depuis c'est ma femme, je parle avec elle depuis un bon moment, tu vois, j'ai pris cette habitude. Et quand mes parents étaient venus, ils les ont rencontrés, etc. Elle dit, mais tu parles en anglais et tout. Mais je dis oui, mais c'est. Et en fait, tu t'en rends pas compte qu'ailleurs, c'est pas le cas. Donc, les compétences, elles sont là. Moi, je pense que c'est un point que tu soulèves très bien. C'est qu'il y a un manque de confiance, ou plutôt, il y a peut-être un manque d'ouverture d'esprit, mais pas sur les sujets qu'on pense. Parce que très vite, ce qu'on va penser, c'est que voilà, ils sont archaïques, c'est pas du tout. Je pense que. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je te parle même, on va parler. Les Marocains sont de plus en plus ouverts et franchement, ils sont ouverts aux autres cultures, effectivement. C'est même pas une question de ça. Faut pas que les gens comprennent mal. Non, mais c'est que ce que je veux dire par là, c'est que regarde, je prends l'exemple de la liberté d'expression, je peux dire bien plus de choses sans outrer des gens ici au Maroc qu'en France. Déjà, premièrement, je peux le dire, d'expérience, je peux te dire, on a beaucoup plus de liberté d'expression ici au Maroc que dans d'autres pays. Moi, je te dis juste un truc là-dessus, c'est que en fait, c'est ça, tu as soulevé un bon point. C'est étant donné que leur champ de visibilité devant eux est très restreint, où il faut avoir le diplôme, si tu n'as pas de master, t'es personne, tu n'arriveras pas à monter. Enfin, tu vois cette idée-là. Exactement. Du coup, les gars, ils pensent pas que peut-être potentiellement en restant de chez eux, tranquillement, en bossant de chez eux, ils pourraient potentiellement faire des trucs. Alors que ils ont l'information. Ils ont Instagram, ils ont YouTube, ils peuvent voir en fait comment monter ton agence en 6 mois et ils ont du mal à y croire. Moi, je pense que c'est souvent ça. Il y a un problème d'ouverture d'esprit, il y a un problème de foi. C'est vraiment ça. On parle de croyance. Je pense que les Marocains ont un peu de mal à ça.
Et je pense que pour une personne qui essaie de monter sa boîte ici, celui qui arrive à réveiller ce rêve, parce qu'il est présent dans tous les Marocains, je pense qu'ils le savent au fond d'eux que c'est possible. Et je pense que quelqu'un qui arrive à réveiller ça, c'est quelqu'un qui va forcément attirer des talents incroyables. En tout cas, c'est ce que moi j'essaye de faire. Et franchement, pour être honnête, les gars que j'ai sont indestructibles, je le sais. Franchement, je sais que c'est des très très bons profils. Tu vois. Et pourtant, ils sont payés à la performance. On pourrait dire qu'ils n'ont pas un salaire fixe, ils sont payés à la performance. Et pourtant, ils sont là, ils sont avec moi, ils se donnent à 100%, je le sais très bien. Tu vois. Voilà, et d'où l'intérêt aussi pour le recruteur, dès les premiers jobs, à mettre en confiance son employé et de ne pas le laisser de côté parce qu'il va se sentir encore plus renfermé. Et c'est ce que Bien je sûr. disais, ça rebondit par rapport au point que je disais de théorie versus pratique. Un Marocain va être très fort, par exemple, dans les matières scientifiques, dans tout ce qui est technique, tout ce qui est habilité. Je disais même en langue, tout ce qui requiert un peu, on va dire, des hard skills, très très bon. Par contre, les soft skills, c'est là où on voit le gap parce que il n'a pas été habitué dès son plus jeune âge à savoir c'est quoi le monde de l'entreprise, c'est quoi un peu, qu'est-ce que c'est qu'une prise d'initiative, comment s'impliquer sur des choses de l'entreprise qui ne concernent pas forcément son scope d'études. Ça aussi, c'est très important. D'ailleurs, heureusement, c'est en train de changer pour ne pas non plus dresser un tableau Bien sûr, bien sûr. entre guillemets noir. Parce que là, par exemple, je vais donner juste un petit exemple, mais moi, je suis au Technopark, qui est en fait Ok. une pépinière d'entreprise à Casablanca. Bien Je sûr. sais pas si tu connais, mais voilà. Bien sûr, bien sûr. Récemment, voilà, moi, j'ai des collègues, des voisins, d'autres entrepreneurs qui ont mis en place des programmes justement en été où les lycéens, les collégiens sont en vacances pour leur faire découvrir le monde de l'entreprise. Et je peux te dire, les parents, ils étaient très, très, on va dire, enthousiastes à l'idée d'inscrire leur enfant. Ça a été, on va dire, ça a été booké. Au bout d'une semaine, ils ont eu les réservations pour les enfants parce que un lycéen, un collégien, ou même quelqu'un qui est en première année master ou je ne sais quoi, si on lui apprend pas à ce moment-là déjà qu'il faut aller voir comment se comporte un entrepreneur, comment se comporte, on va dire, une team en entreprise, ben, il pourra pas savoir, malgré les projets d'études, entre guillemets, parce que les projets d'études, c'est bien beau, mais ça reste de la théorie. Et la pratique, c'est aussi, comme je disais, les soft skills, c'est-à-dire comment interagir avec une équipe, comment interagir avec son patron. Moi, j'invite aussi les patrons à briser un peu cette hiérarchie. Moi, par exemple, bon, je prends mon cas, mais c'est aussi l'exemple, heureusement, de plus en plus de jeunes entrepreneurs où il y a plus ce vouvoiement et ce système, entre guillemets, très, très, voilà, moulé, tout ça. Voilà. On devait dire moulé. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Tu peux expliquer ou pas ça aux gens? Parce que je pense qu'il y a peut-être des Français qui peut-être ne connaissent pas ces choses, mais avant, au Maroc, je crois, on devait dire moulé à une personne qui était un peu au-dessus de toi, etc. Il y avait une sorte de hiérarchie dans les suffixes des personnes, etc. Tu sais, pour prendre un exemple pas aussi lointain que ça, moi je connais des exemples sans citer les entreprises où lorsque le DG rentre dans la salle, les gens doivent se lever, comme si c'était le proviseur d'une école style les choristes, quoi. Tu vois. Donc, je vois. Donc, mais voilà, c'est pour te donner un exemple qui est encore parfois présent dans certaines entreprises marocaines qui n'ont pas forcément évolué avec leur temps. Voilà, si tu veux des gens impliqués, il faut les impliquer et deux, casser ces barrières, bien sûr avec des limites, mais casser quand même des barrières. Moi, je te donne un exemple. Moi, je pense que ça vient des deux côtés. Oui, bien sûr, ça vient des deux côtés. Bien sûr, mais c'est aussi quand même à l'employeur de faire des efforts. Pour te donner un exemple, lorsque moi, mon équipe, on avait des projets, par exemple en communication, une nouvelle campagne de com à lancer, quelque chose qu'on voulait promouvoir, ben on demandait l'avis même aux développeurs ou à des gens qui n'ont aucun rapport avec la com, juste parce qu'en leur demandant leur avis, ils se sentent tout de suite plus impliqués et plus bien sûr. Voilà. En vrai, et ça, avec le temps, ils vont se dire, je pourrais donner mon avis quand je veux, etc. Bien sûr. C'est que, en plus de ça, c'est que tu révèles un truc assez important, c'est que là, ce que tu racontes, en France, c'est assez logique, j'ai envie de dire, je pense, j'ai pas envie de dire, mais t'as pas besoin de faire de gros efforts pour sortir du lot, je trouve, au Maroc. Étant donné que le niveau salarial, pas dans le sens, les gens sont très bons, les gens sont très compétents,
mais les choix étant tellement, c'est grands groupes, en vrai, c'est grands groupes ou travail manuel. J'ai l'impression au Maroc de manière générale. Enfin, les grandes lignes, c'est souvent ça. C'est grands groupes ou travail manuel, taxi, chantier, tu vois, ce genre de trucs. Et j'ai l'impression que, juste en étant un peu toi-même, en disant, ouais, bah, moi, je manage comme ça, etc., tu sors du lot, tu deviens un ovni. Donc, je pense que là, on est au début d'une nouvelle vague. Parce que moi, j'ai travaillé dans des boîtes qui étaient ouvertes d'esprit, etc. Et t'as des startups qui arrivent, des grandes, genre Glovo. Je travaille à Glovo. C'est un type de management qui est très à l'américaine, très même à l'espagnol, parce que c'est un mélange des deux. Moi, je trouve que le management espagnol, c'est le mélange de l'anglo-saxon et du français. Je trouve c'est le bon juste milieu, comment le management est fait en Espagne. Et après, tu as toutes ces agences qui ont. Alors, tu as les vraies agences qui ont un vrai management horizontal où tout le monde gère un petit peu un truc, mais arrivé à une certaine taille, on repart sur une logique de grand groupe. Donc, le simple fait que tu es peut-être un petit peu différent, ben, tout en étant toi-même. Je sais pas si tu vois où j'en veux venir. Si toi, tu es un Français ou un Anglais qui veut t'installer au Maroc et monter ta boîte, le simple fait d'être français, ben, ça te sort du lot. Les gens vont te suivre forcément. Enfin, ça veut pas dire que tu arrives, t'es français, tout le monde t'embrasse les pieds. C'est pas ça du tout ce que je suis en train de dire. Et ce que j'essaie de dire, c'est que dans ton management, dans le fait une fois que tu as catché les candidats, ça c'est vrai que c'est une chose qui est hyper importante. Une fois qu'ils sont chez toi, si tu es carré avec eux, si tu es honnête, ça c'est une première chose. Si tu payes les gens à temps, je pense que c'est un des trucs qui est revenu le plus souvent, c'est payer les gens à Ça temps. paraît bête, mais parfois c'est pas le cas. Donc c'est vrai Ouais, que même ça, ça va peut-être donner un peu des méfiances. Enfin, ça va rendre un peu les employés, enfin le candidat marocain en général méfiant, parce que c'est pour des ça qu'ils partent choses chez qui les grands groupes. paraissent basiques, voilà, des choses qui paraissent basiques, parfois ne sont pas aussi Mais évidentes que c'est ça fou, dans hein. certains. Mais t'imagines, là, je pense que quelqu'un qui regarde cette vidéo, il se dit, mais oui, payer les gens à temps, c'est normal. Mais C'est une c'est pas forcément le évidence. cas au Maroc. Mais c'est pas forcément le cas au Ouais. Maroc. Des fois, surtout dans le monde des centres d'appel, là où je suis, je parle à des gens, des fois, ça fait 2 mois, ils travaillent, ils attendent leur salaire encore. Ça arrive, hein. C'est pas des bêtises ce que je raconte, tu vois. Et donc, de ce fait, ça veut pas dire que c'est pas non plus l'arnaque, hein. On n'est pas en train de dire ça. Je dis juste que les Marocains Ouais. ont tendance à chercher une sécurité et c'est normal. C'est compliqué, le marché du travail est très concurrentiel, bien plus qu'en France. Et donc, du coup, il y a peu de place pour beaucoup de personnes. Et du coup, c'est compliqué de prendre ces places-là. Et du coup, c'est celui qui a le meilleur pied, qui rentre le plus dans les cases qui passe. Et de ce fait, ils cherchent en général la sécurité. Si toi, tu arrives, Ouais. tu as une autre forme de management avec un projet qui fait kiffer les gens, ça peut être même un business de service. Hein. Moi, j'ai pas un truc qui révolutionne quoi que ce soit. Hein. J'ai pas une start-up qui dit qu'il va changer la vie d'un million de Marocains. C'est pas ça. Et là, j'ai un petit business de service tout en télétravail. Je paye les gens la performance. Les gens, j'ai plus de 700 candidatures sur mes offres d'emploi. Tu vois, c'est beaucoup hein, pour quelqu'un qui se lance. En France, j'aurais eu le 100 personnes, grand max. Tu vois, grand max, 100 personnes. Et donc, de ce fait, c'est pour ça qu'il faut voir cette part de choses. Maintenant, on a parlé de toute la partie voilà, des candidats, etc. Je voulais juste revenir un petit peu en amont sur le process de recrutement. Je voulais parler de comment tu peux trouver facilement des bons candidats. Je sais que tu vas pas raconter tes tips perso, etc. Je comprends qu'il y a une part de toi qui fait que tu vas pas tout dire, je comprends totalement. Mais Ouais. en général, est-ce que tu pourrais donner des tips un peu plus généraux pour trouver des candidats qui soient de bonne qualité? Ouais. Alors, tu sais, au Maroc, on a par contre cet avantage, c'est qu'on a beaucoup de bouche à oreille et les gens communiquent beaucoup entre eux. Exact. Voilà, c'est-à-dire que des collègues vont pas forcément rester juste collègues, comme ça peut être le cas en France. Là, je suis Ouais. au contraire en train de dresser des points positifs par rapport à l'Europe, mais ils vont peut-être tisser des relations d'amitié au point où lorsque, par exemple, quelqu'un dans la boîte n'est pas très à l'aise et on sent qu'il veut changer ou que ben les gens ils le savent en général, ses collègues. Et du coup, moi, ce que je fais aussi, c'est que par exemple, quand je vois un candidat qui est intéressant mais qui n'est pas forcément intéressé par l'offre ou qui n'est pas forcément adéquat aux critères de l'offre, je lui demande toujours des recommandations de personnes qu'il connaît de son entourage. Et la recommandation, ça marche parce que c'est des gens avec qui ils ont travaillé, ils les ont vus à l'œuvre. Donc il faut vraiment se baser sur le networking. Même quand on cherche des candidats, le networking est important, pas seulement quand on cherche des clients. Et je l'ai compris parce que même, par exemple, quand on connaît des responsables pédagogiques de certaines écoles ou voilà des directeurs des alumni de certaines écoles, ben, en tissant des relations étroites avec ce genre de personnes, ils peuvent nous recommander des profils qui sont très intéressants avec preuve à l'appui. Voilà telle personne, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait. Et ça, c'est bien parce que ça sort un peu du CV et du cadre, on va dire,
déclaratif. Les gens, ils peuvent dire tout et n'importe quoi sur un CV. Et voilà, des fois, moi, j'ai des CV où je suis surpris par le nombre de choses qui sont mentionnées versus la personne que j'ai au téléphone. Et inversement, des fois, il y a des gens qui sont très laconiques, C'est on va vrai. dire, sur leur CV. Ils vont pas C'est mentionner vrai. grand-chose, mais on va voir beaucoup de qualité Ouais, c'est fou, et hein. de matière grise. Moi, Donc j'en ai. moi, je suis sorti du CV. Voilà, je suis sorti du Ok. CV et Donc, voilà. ça, je suis d'accord avec toi, je Pardon, dois ouais. rebondir là-dessus. Moi, j'en ai eu pas mal des gars comme ça qui passent en entretien. 3-4 phrases, j'envoie quand même le message, je dis, tu vois, j'aime pas déjà, ça me saoule un peu. Il reçoit le gars, je vois que le gars parfait français, il parle super bien, on fait l'entretien, le gars est carré de A à Z, il n'y a rien à dire. C'est un de mes meilleurs call callers aujourd'hui. Mais vraiment, les apparences sont très trompeuses au Maroc et c'est souvent celui qui parle le moins fort qui est peut-être le plus compétent de la pièce, je trouve personnellement. Et ça se révèle encore plus ici au Maroc, je trouve. Parce qu'en général, de ce fait qu'on disait, il a un manque de foi, etc. Du coup, il a du mal à se mettre en avant. Moi, j'avais des jeunes. Je te donne juste un exemple tout bête. Si pour les personnes qui viennent au Maroc, allez dans des cafés. Alors ça, on en avait parlé un peu avant le podcast, je me rappelle qu'on en avait discuté. Et juste regarder les gens, le nombre de personnes qu'il y a sur leur PC en train de bosser. Va parler à cette personne-là, tu auras peu de chances qu'il sera architecte en freelance. Il y a toujours un gars dans un café avec un PC qui se pose et qui travaille en ligne, etc. etc. Or, c'est pas le cas en France, parce qu'en France, ce mec qui fait ça, c'est souvent un bluffeur, on va pas se mentir. Moi, je vais être honnête avec toi. Hein. C'est souvent un bluffeur qui fait pas grand-chose, mais de rien, juste là, il fait genre, il travaille. Et l'autre côté, la plupart des digital nomades vont dans des open space faits pour eux, genre en mode, tu sais, des endroits qui sont faits pour ce genre de rencontres. Donc tu parles du réseau, le fait d'avoir un réseau, etc. Et aussi le bouche à oreille. Donc groupe Facebook, je pense que c'est un des bons points aussi pour aller chercher tes candidats, je pense. Groupe Facebook, non? Exactement, exactement. Okay. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je me base beaucoup aussi sur du headhunting, donc à travers mon réseau ou à travers, par exemple, des, des mots-clés que je vais peut-être saisir. Alors que lorsqu'on se base seulement sur des candidatures, par exemple des annonces, la réponse à des annonces d'emploi, des choses comme ça, malheureusement, au Maroc, on a encore cette tendance où on va voir des gens qui vont postuler à tout et n'importe quoi. Donc voilà, d'où l'importance d'avoir un réseau académique, de candidats qui deviennent plus tard des amis. Voilà, bien sûr en restant dans le cadre professionnel, mais ça reste quand même des amis dans le sens où de temps en temps tu vas prendre le téléphone, allô, ça va, comment ça se passe, qu'est-ce que tu deviens. Ça, franchement, ça paraît anodin, mais tu vois, c'est ça qui va permettre de tisser une relation solide. Et je vais te dire même une chose, les candidats, lorsqu'on tisse une relation solide avec eux, non seulement ils te recommandent des candidats, mais j'ai eu même des cas où lorsqu'ils montent en grade et qu'ils arrivent à faire leur propre entreprise ou qu'ils arrivent à avoir un poste important dans une boîte, ils deviennent clients. Donc carrément, tu vois, donc ça veut dire que bien sûr, je vois très bien. bouche à oreille ne s'arrête pas. Ne s'arrête pas. Donc non seulement il est important, mais en plus il ne s'arrête pas au moment où on case une personne, entre guillemets, on arrive à lui trouver un emploi, il faut qu'il soit permanent. Donc, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je pense que après là tu parles de headhunting, mais pour un entrepreneur, je pense que le premier employé, tu vas galérer à le trouver. Punto. Ouais. Ça va être dur. Sache-le, tu vas galérer ta race. On n'est pas là pour essayer de te mentir ou quoi que ce soit. Tu vas galérer. Le premier, c'est le plus dur à avoir. De ce premier-là, respecte-le, paye-le à temps et tu verras, il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième qui va le suivre. Et tu n'as même pas besoin. Moi, je connais des call centers où le gars, en fait, a juste été réglo avec certains de ses employés et ils ont des call centers de 15 personnes aujourd'hui. Parce qu'il a appelé un pote à lui, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et en fait, c'est comme ça. Le premier vecteur, en fait, de ta croissance, ça va être ton employé. Même si, parce que ton employé, il va peut-être faire du delivery pour toi, il va peut-être trouver des nouveaux clients pour toi, ce genre de choses. Et de ce fait, ton employé, ça doit être ta première priorité au sein de ta boîte pour ensuite, par effet proxy, trouver de plus de clients, trouver de nouveaux candidats, etc. Donc, c'est pas parce que c'est un Marocain que le gars, en fait, c'est comme un... Parce que ça aussi, je le vois. Hein. Je vois beaucoup de gens qui disent, ça, je pense que beaucoup de Marocains empathisent. Déjà, premièrement, ils le subissent. Et de l'autre côté, ils osent pas dire non aussi, vas-y, va te faire voir. Enfin, à certaines personnes qui peuvent venir de l'étranger, qui leur manquent de respect et qui les prennent un peu pour des esclaves. Et qui, au final, font le taf parce que voilà, ça peut-être un peu mieux payé que le marché. Donc, ça aussi, on peut le voir. Mais moi, je vous dis juste, si tu veux prospérer au Maroc, vaut mieux respecter les Marocains, parce qu'en général, bien sûr. Si tu respectes pas trop les Marocains, en général, ça se passe plutôt mal, j'ai l'impression.
Ben, Ils c'est sont de ça. tempérament, Pour ils sont de rebondir, tempérament, faut pas les énerver. effectivement. Faut pas les énerver, c'est ce que je veux dire. Effectivement, pour rebondir par rapport à un point sur les points négatifs, et promis, j'arrête Hmm. après, c'est que Bien sûr, bien sûr. justement, ça aussi, c'est un point qui peut paraître positif, mais qui n'est pas forcément positif. C'est que beaucoup de candidats n'osent pas dire je ne sais pas faire ça. Ou par exemple, je peux pas faire ça. Il va difficilement accepter la mission, mais il va rester, il va tâtonner, il va pas dire j'ai besoin d'aide. Le Hmm. j'ai besoin d'aide, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, eh ben il va pas oser le dire parce que pour lui c'est comme s'il dévoilait une faiblesse. Euh, Hmm. et de temps en temps, il faut savoir dire ça, c'est-à-dire savoir dire lorsqu'on a besoin d'aide, lorsqu'on a besoin de soutien. Et malheureusement, comme tu disais, le tempérament, pas seulement d'un Marocain, mais de manière générale, lorsque quelqu'un on le pousse trop à bout, ben il finit par exploser ou par Ouais. par dire Et que c'est bon. voilà, moi je Bien peux, sûr. moi j'ai démissionné. Combien de fois j'ai eu des cas de gens qui posent leur démission sans même prévenir à l'avance leur employeur Hmm. de ce qui va pas. Donc juste parce qu'ils n'osent pas C'est parler vrai, ou hein. être Il te, transparent, un Marocain te du jour au dira jamais non. lendemain, C'est rare. voilà, C'est vrai voilà, du jour au un Marocain ne lendemain, dira jamais non. voilà ma Non, c'est démission. vrai, hein. Ouais. Moi, je l'ai vu vraiment, je l'ai vu vraiment parce que c'est la fierté de. Exactement, tu dis un bon point. Il va voir ça comme une forme de faiblesse. Il dit ouais, j'aime pas trop comment tu me parles, etc. Faut, tu Mm. sais, il y a ce côté un peu dur. Tu vois, il faut être dur, faut être solide, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment, Mm. quand la chape est pétée, elle est pétée. Et c'est vrai que ça, c'est un truc. De manière générale, bon, un arabe, il faut pas l'énerver. Encore moins un arabe berbère comme les Marocains. Donc évitez de vous sentir un peu supérieur à un Marocain, il peut très vite vous calmer. Non pas physiquement, mais je peux vous dire qu'un Marocain, quand il vous montre, hein, on dit en anglais humbled, quand il faut vous refaire redescendre, il vous fait redescendre comme il faut. Donc ne venez pas comme si c'était la terre promise, vous avez des sous, ça va marcher. Ça, c'est un truc sachez que c'est, je pense, le pire conseil qu'on pourrait vous donner. C'est ouais, mais t'inquiète, ici, tant que tu payes, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Non, non, c'est pas vrai. Et c'est Franchement, ça, pour moi, être ça honnête. paraît peut-être contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je disais que le Marocain, il est bureaucratique, il sort pas de sa zone de confort. Et c'est contradictoire avec le fait qu'il sache pas dire Mhm. non, parce que en disant pas non, on a l'impression, enfin, quand on n'est pas marocain, qu'on connaît pas la culture, on a l'impression que c'est l'inverse. Ah, tiens, il dit Mhm. pas non, ben, ça veut dire qu'il peut sortir un peu de son champ d'action. Ben, je vais lui donner aussi ça, et puis aussi ça, et puis aussi ça. Mais Mhm. attention, il dit pas non, mais ça veut pas dire qu'il va le faire ou que il va bien le faire. Et c'est là où, au bout d'un moment, lorsque l'employeur va s'habituer à quelqu'un qui dit pas non, il va voir une faiblesse chez un candidat, il dit ben pourquoi tu l'as pas bien fait. Alors qu'en amont, il faut mettre les choses au point. Je suis Écoute, pour d'accord. ça j'ai besoin d'aide, pour ça Mhm. je suis compétent, pour ça je ne suis pas. Il va pas le manifester oralement. Donc c'est ça Faut le qui est un voir peu en dommage. fait c'est ça Hum. et c'est ça bon tous les autistes qui regardent cet épisode ça va pas marcher je pense le Maroc pour eux je vais être honnête parce qu'il faut avoir un peu d'acuité d'intelligence émotionnelle il faut le sentir quand la personne Ouais, tu vas lui dire ah, tu vas avoir un certain oh dis-moi ça te plaît pas il y a aucun et là il va te dire la vraie vérité mais il faut que tu lui laisses cet espace là ça je l'ai beaucoup vu où il y a pas un non catégorique mais tu le sens t'es sûr faut double moi je check beaucoup avec mes candidats où je le vois où en général la personne t'envoie toujours le même signal moi par exemple à Mani elle va pas aimer que je dise ça. Faut pas lui répéter, mais elle va pas aimer. Elle fait toujours un tic quand je lui envoie un feedback ou de manière générale. Elle fait comme ça à la fin de ses phrases. Je dis c'est bon. ouais, Elle fait. Et je sais que c'est pas bon. Faut que je reprenne. Tu comprends pas ouais. l'idée. Donc C'est ça. essayez de Il faut connaître la personne pour c'est savoir exact et lorsqu'elle est c'est mal ça en à fait. l'aise. C'est Ouais. ça en fait. En fait, quand tu dis c'est bureaucratique, parce que en fait ils y sont forcés, parce que justement leur place humaine ne marche pas. Moi je pense que c'est ça. Ils veulent être humains dans leur travail, ils veulent faire les choses bien, ils veulent être dans un environnement où le truc est fait, mais le capitalisme étant fait comme ça, ils rentrent en extrême. C'est vrai que le Marocain, de manière générale, j'ai envie de dire, il n'a pas trop de demi-mesures. C'est assez compliqué pour lui de trouver ces demi-mesures. Il va soit jamais te dire non et péter un plomb d'un coup, soit te dire tout le temps oui et ne pas faire le bon. Tu vois, ça va être toujours dans des extrêmes comme ça. Le pendule est contrairement aux Scandinaves où la personne va, par exemple, moi j'ai travaillé beaucoup avec des Suisses, avec des Scandinaves. C'est carré, hein, tu vois. Non, on refait un meeting. La semaine prochaine, on se refait un meeting, on en discute parce que sur ce point-là, on n'a pas discuté. Et tu reprends un meeting avec lui de train. Il faut que le projet soit cadré de A à Z avant le début. C'est vraiment très contractuel comme système, je trouve les pays scandinaves. Alors que le Maroc, c'est, moi Tu parlais personnellement, des Suisses ou des Suédois? Suisse, suédois, Ah, scandinave, d'accord. norvégien, toutes ces, D'accord. en fait, toutes ces nations qui sont très protestantes.
où le contrat a une vraie valeur, c'est vraiment quelque chose de super important. Alors que nous, chez nous, Mhm. tu sais, non, c'est un peu, on se serre la main. Tu vois, il y a beaucoup de ça chez nous. Tu vois, on se serre la main, la parole est Mais donnée, j'ai pris chacun ton reste. chargeur. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Donc ça, c'est vrai Bah, qu'il tu faut, sais, c'est quelque chose moi à prendre en compte, tu vois. j'ai également une boss norvégienne, alors que la nana, elle avait un poste très, très, très haut placé, alors que j'étais juste en freelance. Mhm. La façon dont elle me parlait, dont elle me considérait, j'avais l'impression d'être son bras droit, tu vois. Et Mhm. ça paraît peut-être bête, mais c'est c'est ce que doit apprendre aussi l'employeur marocain, de mettre tout le monde à la même échelle et de Mhm. parler à tout le monde de la même façon, quoi. Pour Ouais. que Écoute, même moi, le candidat marocain puisse donner de lui-même et puisse se sentir, entre guillemets, apprécié. ouais, moi, je pense qu'il y a deux grandes tendances. C'est que d'un côté, le télétravail va commencer à se démocratiser de plus en plus parce qu'en fait, c'est vrai qu'au Maroc, il y a un truc qui fait, en Afrique de manière générale, j'ai envie de dire, il y a une courbe de rattrapage des nouvelles technologies qui est beaucoup plus rapide qu'en Occident. Parce que eux, en Mm. fait, c'est un problème, c'est pas un problème d'adoption, c'est un problème d'accès. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Mhm. En gros, ils connaissent Tesla, ils savent très bien comment, ça veut dire les Marocains, je suis sûr, ils ont regardé des dizaines de vidéos de comment démarrer une Tesla, mais ils n'ont pas la Tesla au Maroc. Et donc le jour où Mhm. Tesla arrive, ben, ça fait sold out du jour au lendemain. Et on comprend pas. Mhm. Parce que justement, en fait, il y a un désir profond, mais il n'est pas rempli par le marché. Donc je pense qu'il y a une première chose, c'est que les Marocains, ils veulent avoir plus de flexibilité, plus de télétravail, ils s'en foutent un petit peu peut-être du salaire, mais un peu plus de flexibilité, ça leur irait, ce genre de choses. Et de l'autre côté, tu as des employeurs qui sont forcés à ça parce que plus ça avance, plus ils se rendent compte que la bureaucratie ne tient pas. Donc, je dirais pas que c'est la main, comme en France aujourd'hui, c'est la Mhm. pénurie de talent et les candidats, en France, ils ont clairement la main sur les employeurs, on va être honnête. Mais il y a un shift qui se fait et qui se fait ensemble. C'est assez intéressant à voir. Je sais pas si tu vois où je vais en venir. Ben C'est le justement, patron tu évoques et un le point salarié très avancent très ensemble, tu vois. intéressant parce que c'est quelque chose que je remarque depuis l'avènement du Covid et après, c'est que effectivement, quand un candidat commence à prendre un peu des échelons, à prendre un peu de l'expérience, comme justement il n'y a pas forcément cette culture de l'entreprise, cette culture d'appartenance à l'entreprise chez toutes les boîtes marocaines, eh bien dès il va arriver à par exemple 2 ans d'expérience, il va te dire ah ben moi je n'accepte plus que le freelance, moi je n'accepte plus que le remote. Parce qu'il ne sait pas derrière que le fait d'aller en entreprise, de rencontrer la team et tout ça, ben ça forge des liens, etc. Donc Hmm. c'est vrai, malheureusement, il n'y a Ouais, pas vraiment cette culture de l'entreprise. Je disais tout à l'heure, les collègues entre eux, ça va, il y a de la ouais. cohésion. Mais Tout le monde finit au café à la fin de la journée. Ça, c'est un truc qui est incroyable, ça, voilà. par contre. Mais par contre, niveau hiérarchique, chacun reste chez soi. Et C'est vrai, bon, hein. heureusement, là aussi, c'est en train de changer. Heureusement, c'est en train de changer parce qu'il y Moi, a aussi je beaucoup vais être de... honnête, hein. Je vais être honnête. Hmm. Moi, je travaille en agence. Ok, je suis pas un petit. Je pense pas être un petit dans mon domaine d'études, tu vois, dans mon domaine de la Hmm. vente. J'allais quand même une fois par semaine. Alors, je venais de France. Tu sais, ça pourrait faire genre, je viens de France. C'est en expérience dans les plus grosses startups de France. Tu sais, je pourrais faire un peu le cadre et venir dans les entreprises et dire, ouais, moi, je fais ce que je veux. C'est mes conditions ou rien, tu vois. Je venais quand même une fois par semaine au bureau. Je faisais un point toutes les semaines avec le CEO, alors que c'était mon N+1. Le patron, Hmm. c'était moins, j'avais pas de manager entre moi et le patron. Hmm. Je parlais directement avec lui, c'était avec lui, j'ai reporté tout ça. Donc, ne crois pas, c'est parce que aussi, pour là, ça c'est plus des conseils pour des personnes qui voudraient peut-être potentiellement s'installer ici, trouver un job. C'est parce que tu viens de France qu'on va t'accepter, hein. Les Marocains, ils sont meilleurs que toi, hein. Faut que tu sois sûr, bien sûr et certain. Le Marocain, il sort, quand toi tu postules, tu viens de France, le Marocain, il a 2 masters, hein, voire même un PhD, hein. Et il faut combattre face à ça. Et je peux te dire que ça aussi, c'est une chose qui pourrait humble pas mal de personnes. C'est que d'une, ton argent fera rien ici. Elle accélère. C'est pas ça qui va accélérer ton projet. Voilà. Il faut qu'on soit sûr là-dessus. C'est pas parce que tu payes mieux les gens qui vont mieux travailler. Ça, c'est une bêtise. Il faut que tu comprennes l'état d'esprit des Marocains. Et deuxièmement, je pense que c'est pas parce que tu es français que ça va aller plus vite aussi. Au contraire. Je pense que même des fois, c'est même au contraire. Ouais, tu sais, moi, ce que je Écoute, dis souvent, c'est que le Marocain, c'est pas parce que il a un bac plus 2 ou 3 qu'il a un manque d'ambition, mais c'est parce que c'est par manque de moyens. Chose qui n'est pas le cas, par exemple, à l'étranger où les études sont assez accessibles, etc. mhm, Quand quelqu'un a un bac plus 2 à l'étranger, on pourrait croire que c'est par manque d'ambition. Ici, mhm, c'est vraiment par manque de moyens parce qu'on le voit, et franchement, on le voit beaucoup. Dès qu'ils commencent à avoir leur premier salaire, beaucoup de Marocains investissent dans des masters pour mhm. avoir des diplômes plus importants, plus intéressants. Et franchement, le Marocain, il aime apprendre.
C'est juste qu'il faut qu'on lui donne les moyens et qu'il faut voilà, qu'on le responsabilise, qu'on le prenne en compte, que ce soit dans ses études ou dans son environnement professionnel, dès les premières années d'expérience, pas à la fin quand il a je ne sais pas combien d'années. Voilà. Ok, on a vu un peu le tour des mauvais côtés. Maintenant, je te laisse la main là-dessus. Tu as bien plus d'expérience. Donne-moi tous les bons côtés des Marocains. Et je pense que tu as un petit peu fait la transition. Oui, oui, je les ai déjà mentionnés quelques-uns. C'est une capacité à s'adapter très rapidement. C'est pas parce que j'ai mentionné les mauvais, entre guillemets, les mauvais côtés qu'il peut pas s'adapter. Au contraire, si on lui donne les outils, les moyens, il s'adapte. Une capacité à switcher de langue assez rapidement parce que c'est quelque chose qui est, euh, on va dire, qui est assez répandu dans les familles marocaines de parler trois, Hmm. quatre langues. La capacité aussi à être bon techniquement. On trouve beaucoup d'ingénieurs qui malheureusement vont à l'étranger parfois, etc. Juste parce qu'ils sont mieux considérés, ils ont des meilleurs salaires. Mais Mhm. tout ce qui est métier, on va dire scientifique, ils sont très bons. Et ça aussi, ça reprend un peu ce que j'avais dit, Coding. c'est les hard skills. Ils ont vraiment des hard skills parce que même, par exemple, les ingénieurs informatiques, ils vont beaucoup voir ce qui se fait à l'étranger, beaucoup aller sur des forums, que ce soit des forums en ligne ou même des foires, des expositions. Heureusement, je rencontre de plus en plus d'étudiants ou des jeunes diplômés dans des expositions ou des foires. C'est intéressant. Ça Donc, m'a choqué, ça aussi, hein. Je vais être honnête, ouais, hein. Moi, j'avais ouais. fait le Gitex à Marrakech l'année Mhm. dernière. Je sais pas si tu connais Ouais. le Le Gitex. Jitex, oui, 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 je vois. Et j'étais choqué. Ils sont motivés, hein. Ça faisait une Mhm. semaine que j'étais en mode business au Maroc. J'étais avec, du coup, avec l'agence pour laquelle je bossais. Et j'étais choqué, vraiment. J'étais choqué. Des Mhm. jeunes, 18-19 ans, ils parlaient avec toi, ils tenaient des sujets. C'est quelle stratégie? J'étais choqué. Vraiment, pour de vrai. Ouais, Ça m'a même, de moi-même, j'étais là, je fais waouh, le gamin, il n'a pas peur. Et en plus, j'ai dit, mais pourquoi t'es là? Il me dit, ouais, je dépose des CV. ouais. Je fais, Ouais, comment ça, tu c'est fais? là où Je il dépose des faut CV. vraiment, bien sûr, faire la part des choses entre ce que je disais tout à l'heure. Je veux pas que les gens comprennent mal quand je parlais de Bien manque sûr, bien sûr. d'initiative. Je parlais du manque d'initiative en entreprise, une fois qu'il est recruté. Mais attention, pour trouver un job, le Marocain, il est prêt à tout. Ouais, ouais, ça, c'est Donc vrai ça, que. c'est la prise d'initiative. Ça dépend dans quel sens, enfin, Parce qu'il faut pas dans qu'on quel croie objectif. Hmm. parce qu'il faut pas qu'on croie qu'il est mort à la fin, hein. Il fait pas ça parce que je vois Hmm. la pensée des gens. Ils vont dire, ouais, mais il veut trouver du job parce qu'il a pas de taf au Maroc. Et du coup, après, dès qu'il pourrait, il partira à l'étranger. Ouh là là, le Marocain, il Non, veut non, rester au c'est de Maroc, hein. moins en moins C'est le pas cas. Ouais, c'est plus une ouais. option comme avant, comme avec nos parents, etc. C'est plus du tout une Hmm. option. Au contraire, bien au contraire. Je pense que la plupart des Marocains comprennent qu'ils commencent à arriver d'un point de vue intellectuel. Parce qu'ils le voient. Il suffit de voir les mecs qui ont fait prépa. Ils rentrent en prépa, ils voient qu'ils ont 2 ans d'avance sur les mecs en mathématiques. Et je m'attends, Hmm. on m'a dit que la France était quelque chose de fou furieux en maths. J'arrive, je les lave. Moi, c'est ce qu'ils me Hmm. disaient. Moi, quand j'étais à Ouais, Paris, ouais, j'ai non, mais rencontré des mecs qui sortaient de. Et tu reviens au Maroc et le gars qui te voit, tu sais, parce que j'ai un peu de ça. Ton cousin que tu vois, il revient de prépa, tu vois, et tout, alors, bah, frère, les Français sont nuls. Tu vois, t'imagines le choc? À partir de là, tu vas te renseigner, tu vas peut-être faire des allers-retours en France, tu vas voir qu'au final, ben, les Français sont pas plus intelligents que toi. Et ça change beaucoup de choses, hein, dans ta tête. Tu revois les choses hmm. différemment. Ton projet de vie, il est très différent, quoi. Hmm. Ouais. Est-ce qu'il y a Non, d'autres mais choses? bah oui, donc voilà, de manière générale, les hard skills, les langues, la capacité d'adaptation, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, voilà, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute en général, c'est-à-dire Mhm. que quand on lui dit les choses bien, on n'a pas besoin de les répéter. Donc, Mhm. c'est des gens qui sont vraiment à l'écoute. Euh, donc tout ça, c'est très important. Alors si en plus on rajoute à ça le fait que on va pas dire main d'œuvre à faible coût par rapport à l'Europe, mais bon, c'est le cas. Si en plus on rajoute le fait qu'ils sont prêts à commencer avec un salaire qui n'est pas forcément dans leur prétention salariale, mais qu'on leur garantit une évolution derrière, là, il est avec toi à 100%. Mhm. Il faut Mhm. juste ne pas lui, comme on dit, faire à l'envers et lui dire ah non, forcément, l'évolution, ben, elle viendra pas. Et ça, Bien sûr. malheureusement, on le voit de Faut que ce nos soit jours. chiffré.
Il faut que ce soit chiffré. Voilà, de nos jours, on voit des gens qui malheureusement commencent à perdre confiance dans les promesses des employeurs parce que ils ont eu des mauvaises expériences où on leur a promis des augmentations après, par exemple, 3 mois, 4 mois, après un an, on leur a jamais donné ces augmentations. C'est pour ça, c'est dommage parce qu'à la base, le Marocain, il te fait confiance, Ouais. mais ça rejoint ce que tu as dit tout Je à pense que l'heure. c'est la pire chose que tu as dit. C'est la pire chose Ouais. que tu peux faire à un Marocain, je pense, trahir la promesse qu'il t'a fait. Je pense que c'est la Ouais. pire chose qui pourrait t'arriver au Maroc. Parce qu'en plus de ça, comme Mhm. tu l'as dit, effet de réseau, tu es très très vite catégorisé. Très très vite. Mhm. On va savoir très rapidement, le bruit va courir très très rapidement dans une ville. Tanger, c'est petit. Casablanca, malgré ce qu'on peut dire, c'est petit. Oui, Vraiment, pour le oui. coup, si tu fais Mhm. n'importe quoi, je t'inquiète pas, tu seras très très vite catégorisé et les gens, ne t'inquiète pas, ils vont te retrouver. Ça arrive très souvent et on n'en parle pas assez. C'est que la justice, des fois, elle se fait dans la rue sans qu'il y ait forcément besoin de tribunal, hein. Ça, peu de gens le Mhm. comprennent des fois au Maroc, ça peut arriver. Écoute, je pense que je vais résumer tout ça en une citation que j'utilise beaucoup des fois. C'est Aboubak Jeddaoui, celui que je t'avais parlé, donc le patron de Marcomige, c'était l'agence dans laquelle j'ai bossé. Et à la fin du travail, souvent, on discutait longuement. Parce que moi, j'avais déjà dans cette idée de lancer mon business de service. Il avait été à la tête d'une agence marketing, donc il fait du service. Et il m'a dit, et je lui parlais, voilà, toutes les difficultés qu'il y a, tout ce qu'on entend par rapport au Maroc. Tu sais, par exemple, des fois, je lui parlais de la corruption. Est-ce que c'est un problème? Tu vois, est-ce que ça existe vraiment, ce genre de choses? Et, euh, et de tous ces sujets, il m'a dit, Tassim, en fait, je comprends pas. Partout, tu vois, il y a une équation. L'équation du Maroc, c'est celle-ci. Il y a ses bons côtés, les mauvais côtés. Tu dois faire avec l'équation. C'est comme ça. Ça fait partie de ta stratégie. Tu dois l'intégrer dans ta stratégie. Et j'ai réfléchi quand j'étais aux États-Unis, c'est vrai. Il y a une équation aux États-Unis. L'équation, c'est que tout le monde va te sourire, tout le monde va te pousser, tout le monde va te pousser de l'avant, mais arrive un moment, ben, si tu es au plus bas, personne va te tirer. C'est que quand tu bouges, tu vois, il y a un effet, il y a un effet comme une voile, tu vois, une voile d'un bateau. Tu vois, si tu avances, tu prends le vent, c'est bon, tu avances. Par contre, il n'y a plus de vent. C'est ça qui est plus compliqué. En France, c'est reste humble, tu vois. Le plus humble, c'est celui qui monte le plus. Mais beaucoup de politique, tu vois, ce genre de choses. Donc il y a des équations dans chacun des pays. Et donc du coup, je voudrais savoir, selon toi, si tu devais trouver une équation un peu au candidat parfait marocain, tu dirais ça se ressemblerait à quoi? Il ressemblerait à quoi en fait le candidat marocain parfait, selon toi? Le Marocain, par rapport à ce que j'ai pu voir ou par rapport à ce qu'il devrait être. Euh, Ou plutôt, mhm, pas ce qu'il devrait être, mais ou plutôt, euh, selon toi, genre si tu passes un entretien, mhm. qu'est-ce que tu ferais les trois quatre choses? Moi, j'ai mes petites idées, il y a des petites trucs que je mets en place, tu vois. Quelles seraient les trois quatre choses que tu mettrais en place pour identifier ce Marocain qui a les meilleurs côtés, c'est-à-dire les hard skills incroyables et en même temps une bonne acuité de soft skills? Qu'est-ce que tu mettrais en place en entretien pour déceler ça? Désolé, ma question était un peu alambiquée, maintenant je l'ai un peu plus concentrée. Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Écoute, ouais, c'est une très bonne question. Il faut savoir que nous, de notre côté, dans mon entreprise, euh, on, on a certes parfois des tests de logique ou des tests, on va dire, techniques pour déceler les hard skills, mais ce Mhm, qu'on a mis en place aussi, c'est justement des entretiens physiques ou des entretiens en visio mhm, pour vraiment comprendre la personne, comment elle parle, comment elle réfléchit, est-ce qu'elle est ponctuelle. Bon, ça peut paraître bête, mais parfois, des gens, ils te donnent rendez-vous et ils viennent pas en entretien. mhm, Ça, en faisant ce travail en amont nous-mêmes, ben, on peut déceler ce genre de choses. Et aussi, lors de l'entretien, ne pas parler que, on va dire, que des expériences professionnelles, mais parler aussi de ses expériences de vie, etc. En restant bien sûr professionnel, mais je veux dire voir un peu la personne comment elle réfléchit. L'une des raisons aussi pour lesquelles d'ailleurs j'ai fait un partenariat avec une dame, une Tunisienne, qui dresse aussi un portrait type du candidat à travers un questionnaire qui est assez chargé, mais qui permet de donner une vision du candidat, comment il est, comment il peut interagir en équipe, etc. mhm. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du IntelliSet, mais ça permet justement de dresser des portraits de candidats sans forcément les mettre dans des cases. Donc, et Mhm. ça, c'est important en termes de soft Est-ce que skills. c'est Euh, est-ce que c'est le test avec, par exemple, architecte, commandant, tu vois, ça sort des personnalités un peu archétypales comme ça? Ce serait ça? oui, ça, je pense que c'est 16 plus le personnalités. MBT. Oui, ça, c'est Ah, les MBTI. Enfin, ça, c'est le ouais, ouais. MBTI qui est assez répandu.
Ça, Ok. c'est quand même un test qui requiert un peu plus une formation en amont, c'est-à-dire que ma partenaire, cette personne avec qui je travaille, elle a dû faire une formation poussée en psychologie, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Le test MBTI, d'ailleurs, j'invite tout le monde à le passer, on peut le passer en ligne. Donc, ça peut se faire assez rapidement. On répond à des questions et voilà, tu es telle personnalité. Et après, on va te dire, parce que les gens de nos jours, ils s'identifient beaucoup aux stars et aux célébrités, on va te dire, ouais, tu es Hmm. comme un tel, et les gens, ça leur fait plaisir. Ah, tiens, regarde, je suis Hmm. comme tel acteur ou tel chanteur. Hmm. Nous, ben, ça va au-delà de ça. Nous, on dresse des portraits qui sont adaptés au monde de l'entreprise et pas des personnalités juste voilà, Je juste comprends. pour dresser des portraits, mettre des gens dans des cases. Donc ça, c'est Ok. important, c'est ce qu'on met en place. Et pour ça, voilà, c'est beaucoup d'échanges, que ce soit des Ok. échanges téléphoniques, des échanges en visio, des échanges en présentiel, mais les échanges en présentiel, je t'avoue que c'est devenu de moins en moins fréquent parce que avec le développement, on va dire, des outils collaboratifs et des outils de visio comme Meet ou Teams, on peut très bien avoir des conversations euh, très humaine entre guillemets sans forcément que la personne soit là physiquement donc voilà c'est beaucoup d'humains et d'ailleurs c'est pour ça aussi que pour rebondir et pour résumer un peu le tout moi dans mon entreprise l'algorithme de matching c'était vraiment le cœur de mon concept et on va dire mon leitmotiv que je mettais en avant pour convaincre les candidats et les recruteurs. Maintenant, c'est Hmm. devenu un outil interne. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'est pas suffisant. On a beau avoir un CV, on a beau avoir des gens qui remplissent un formulaire en ligne, l'application avec des questions précises et tout, c'est pas suffisant du tout. Il faut connaître la Mhm. personne, il faut l'appeler, il faut la voir, lui passer ses tests, comme j'ai dit, psychotechniques lorsque le recruteur est prêt à payer pour ça. Et là, on peut avoir des personnes et on peut avoir une idée un peu plus concrète sur les soft skills. Mais sinon, voilà, les hard skills, franchement, au Maroc, elles sont là. Et Dieu merci, on peut le voir, les Marocains brillent pas seulement au Maroc, mais aussi à l'étranger. Euh, Maintenant, les soft skills, c'est autre chose et c'est à nous de nous adapter et à savoir bien les déceler. Et voilà, il y a des techniques comme ça. Et je pense, même si tout le monde parle d'intelligence artificielle et de technologie, je pense qu'on est quand même dans une culture méditerranéenne chaleureuse où rien ne remplacera le facteur humain. Et Ok. c'est pour ça aussi que voilà, il faut quand même des échanges, il faut quand même des questions ouvertes, voilà. Donc c'est très important aussi. Ok. Super. Je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. J'ai trois questions du coup à te poser. Oui, Quatre oui. plutôt même. La première, c'est ben, où est-ce qu'on pourrait te contacter par exemple pour si on a besoin de candidats au Maroc ou même je crois que tu fais un petit peu la frange, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises. Écoute, je fais la France, mais plus pour l'instant, c'est plus des entreprises françaises ou peut-être belges, étrangères qui s'installent tout juste au Maroc ou Ok. qui ont Bah, l'ambition de parfait. s'installer au Maroc Parfait. parce que je leur recrute des gens locaux du coup pour le coup. Ok, super. Maintenant, il m'est déjà arrivé effectivement de recruter pour des entreprises à l'étranger, mais c'est assez Mhm. rare. Mais ça ne Ok. m'empêche pas, voilà, de le faire parce que je disais là aussi. Maintenant, avec les outils collaboratifs, on peut avoir des conversations Teams avec deux personnes au bout du monde. Je veux Hmm. dire, C'est vrai, hein? chacune à l'autre bout du monde. Donc, c'est vraiment, c'est plus un frein à mon niveau. Donc, effectivement, je commence un peu à m'ouvrir à l'international et Super. on espère que ça Où peut est-ce qu'on se pourrait te développer. contacter Écoute, du coup? pour me contacter, c'est simple. On peut m'envoyer un email sur kamel.m@skillsay.pro ou sur Mhm. LinkedIn. Moi, je suis très, on va dire, euh, très connecté à LinkedIn. Voilà, franchement, c'est une mine d'or. Pas pour leur faire de la pub, mais bah d'ailleurs, rien que nous deux, on s'est rencontrés là-bas. Hmm. Donc, on peut rencontrer que ce soit des candidats, mais aussi des partenaires, des clients potentiels, des fournisseurs potentiels. Et voilà, moi, je suis connecté assez souvent dessus. Donc là, on peut me contacter sur LinkedIn également. N'hésite pas à donner mon lien LinkedIn Ouais, bien sûr, ce sera dans la en description, tout ça. N'hésitez description. surtout pas à Voilà. le contacter. Et
Deux dernières questions. Bon, déjà, est-ce que tu as passé un bon moment? Ah, super, super. Ok, Et super. Donc, j'espère aussi que ça a été bénéfique pour toi et pour ah, mais clairement, les- clairement. ouais, Clairement, je pense que c'est au-delà d'être bénéfique pour moi à mon niveau, ça va l'être pour d'autres personnes. Donc, la première ouais. question que j'ai à te poser, c'est quand j'étais aux États-Unis, c'est une histoire que je raconte à chaque fin de podcast. Je posais beaucoup de questions sur comment tu as fait ça, comment tu as fait ci, pourquoi tu as eu ce client, comment. Je posais plein de questions pour comprendre le comment. Et Kenny, qui était un peu le mentor là-bas que j'avais, qui était aussi la personne qui m'a accueilli chez lui, il m'a dit Tassim, tu poses pas la bonne question, tu te demandes pas qui est-ce que j'ai écouté. Et depuis ce jour, ça a fait un switch dans ma tête. Et j'ai dit, mais oui, c'est évident. On est tous le maillon d'une chaîne plus ou moins Mhm, grande d'apprentissage qui fait qu'on est arrivé là où on est aujourd'hui. Moi, ma mhm, question, c'est qui est-ce que tu as écouté? Alors, ça peut être des livres, ça peut être des personnes, ça peut être des membres de ta famille et des personnages historiques qui t'inspirent, ça peut être tout et n'importe quoi. Un tableau, ça peut être un tableau, mais il y a des tableaux qui m'inspirent et qui me donnent envie d'avancer, tu vois, que je regarde de temps en temps. Donc, du coup, qui est-ce que tu as écouté pour avancer aujourd'hui et pour être au niveau où tu es? Car je peux le dire, même si tu es très dans l'humilité, ça va pour toi, tu fais bien ton travail, je le sais très très bien. Sinon, je t'aurais pas interviewé aujourd'hui. c'est gentil, Donc, qui est-ce merci. que tu as écouté? Bah, c'est une très bonne question. Alors effectivement, lorsqu'on est entrepreneur, maintenant je vais prendre la casquette entrepreneur et pas Bien la sûr, bien sûr. casquette de recruteur ou chasseur de tête, parce que ça c'est un conseil pour tous les entrepreneurs de manière générale. Il faut pas hésiter à se rendre à des événements de networking, parce que c'est là où on rencontre des mentors. Moi, j'ai eu la chance aussi de me faire accompagner par un réseau un incubateur où il y avait un réseau de mentors. Mhm. Donc là, il y avait un mentor que je salue d'ailleurs, Monsieur Haroshi, et d'autres mentors pas forcément qui étaient dans l'incubateur, mais des gens que j'ai pu rencontrer à des événements qui sont passés par l'entrepreneuriat et qui ont pu me donner leur voilà, leurs conseils, leur vécu, parce que on n'apprend jamais euh, l'entrepreneuriat juste avec la théorie. Parce que moi, j'ai fait des études en management, on m'a appris ce que c'était que l'entrepreneuriat, etc. Mais quand j'ai vu et que j'ai entendu des témoignages de personnes qui ont entrepris, là, j'ai vraiment compris que l'entrepreneuriat, c'était aussi beaucoup d'obstacles à franchir, Mhm. et qu'il fallait avoir les reins solides, qu'il fallait s'armer de patience. Et tout ça, c'est des gens qui sont passés par là, qui ont pu me l'apprendre. Bon, il y a aussi un livre qui s'appelle The Lean Startup, que je conseille aussi. Bon, j'ai oublié l'auteur, mais je l'ai dans mon placard. Et voilà, donc c'est beaucoup de retours d'expérience. Justement, parmi les choses qu'il y a dans The Lean Startup, Eric Rise. l'auteur, il parle, voilà, exactement. Et il parle de son propre vécu et qui te dit que voilà, il faut mettre l'ego de côté. Son ego, enfin, il n'a rien à faire quand on est Bien sûr, entrepreneur. Il faut vraiment pas c'est se ça. dire ouais, telle personne m'a mal parlé ou telle personne ne m'a Bien sûr. pas considéré. Il faut vraiment faire ses preuves, être persévérant. Et franchement, quand on arrive à avoir les premiers clients, ben franchement, c'est là où il faut capitaliser parce que au Maroc, la particularité du Maroc, c'est qu'il y a beaucoup de bouche à oreille, pas seulement au Mhm. niveau des candidats, mais aussi au niveau des clients. Donc Bien les sûr. clients me recommandent d'autres clients et c'est même un peu plus valorisant lorsqu'un client entend des éloges de la part voilà, des éloges de la part d'une entreprise telle que de faire de la pub. On a beau faire la meilleure publicité au monde, au Maroc, ça marchera pas tant qu'il n'y a pas quelqu'un qu'on connaît dans son cercle qui va te dire oui, j'ai testé, j'ai approuvé, vas-y, Je suis crois très en moi. d'accord. Je suis très Et d'accord. voilà. Moi, je pense qu'un client testimonial, juste posté comme ça en pub ads, fait beaucoup plus de bruit que n'importe quelle Ouais. pub ultra bien léchée dans une agence, fait par une agence qui coûte très cher. Dernière question, Kamel. Ouais. Du coup, ben, comme tu as passé un bon moment et que ben, je suis content de ça, je voulais te demander, ben, est-ce que dans ton réseau, donc quelqu'un que je pourrais venir de ta part, je pourrais contacter pour le faire venir dans ce podcast et que tu penses être intéressant de discuter. Alors ça peut être le Hanout en bas de chez toi, que tu trouves super sympa et que tu penses qu'il est intéressé, Ouais. jusqu'à un entrepreneur que tu connais, etc. Donc vraiment, est-ce que tu connaîtrais pas une ou voire deux personnes que je pense pourraient contacter de ta part pour lui dire, écoute, il a passé un bon moment, il m'a dit que potentiellement ça l'intéresserait de te voir dans ce podcast, je te contacte de sa part, de la part de Kamel.
Oui, bien sûr. Bon, là en tête, j'ai pas forcément une personne en tête, Mhm. mais oui, en fait, voilà, l'avantage d'être au Technopark, c'est qu'on côtoie des entrepreneurs tous les jours, et Mhm. forcément, si j'en parle autour de moi, il y aura forcément au moins deux, trois personnes qui seront intéressées. Ok. Maintenant, il faudrait juste savoir l'axe. Est-ce que c'est toujours dans le même axe dans le Ça sens peut être où un comment nutritionniste. convaincre ouais. Moi, ça fait toujours autour du même sujet, la performance, de manière générale. Donc, ça peut être un D'accord. nutritionniste, quelqu'un qui est expert du sommeil. J'ai eu un docteur en pharmacie qui m'a parlé des compléments alimentaires, pourquoi c'est important d'en prendre. J'ai eu de tout et n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je te dis, qui est-ce que tu aimerais, avec qui tu es assez en confiance pour le venir le voir? Ah, j'ai fait un podcast avec lui, tu peux le contacter de ma part, je pense que ça le ferait kiffer de passer. Et moi, je le contacte, et après, il accepte pas. C'est son problème après derrière. Non, non, mais de toute façon, c'est du win-win parce que vu comment tu fais bien la pub pour les invités que tu reçois, Ah, franchement, mais qui ne voudrait c'est pas la être moindre des choses. invité dans ton podcast? Bah, c'est la moindre Qui, des choses, non? qui ne voudrait pas être invité? Oh, franchement, les podcasteurs ne sont pas forcément tous aussi, on va dire, ouverts. C'est-à-dire que parfois, on peut tomber sur des podcasteurs qui vont se limiter à leurs questions bien préparées en Hmm. amont. Euh, voilà, donc je pense que ça, c'est un point positif que tu as. Euh, le fait voilà, de recommander la personne que tu invites et, euh, et de pouvoir faire des éloges. Et en tout cas, moi, je vais revenir vers toi très certainement avec des Ok. personnes que j'ai en tête. Moi, pourquoi je t'ai posé la question sur quel axe tu voudras aborder? Je voulais savoir si c'est l'axe, par exemple, des Marocains résidant à l'étranger qui veulent s'installer ou des étrangers, ou ça sera pas forcément ça. C'est pas forcément, tu peux me ramener un triathlète marocain avec qui je parle. Vraiment, pour être honnête, c'est D'accord, tout et très n'importe bien, quoi. très bien, Tout ce qui tourne autour très de la bien, performance. Mais je te laisserai très réfléchir, bien. tu reviendras vers moi, je sais très bien Oui, que oui, oui, bien sûr, tu m'enverras bien sûr. quelqu'un. Et bah écoute, moi Kamel, j'ai pas plus de questions, pour être honnête. Si vous voulez discuter avec Kamel pour qu'il puisse vous donner un maximum de conseils pour trouver les meilleurs candidats au Maroc en fonction de votre besoin bien spécifique à vous, vous lui envoyez un message sur LinkedIn. Il va vous gérer ça avec grand plaisir. Et moi, je pense que c'est mieux LinkedIn, tu es un peu plus présent là-dessus. Et à partir de là, ben, je vous mets tout ça en description. Vous allez voir directement là-dessus. Et ben, Kamel, moi, je te remercie. Vraiment, ça a été super, t'es super gentil de C'est donner moi qui ton te ancien. remercie. Non, franchement, pour de vrai, Merci. c'est mon plaisir. Je voulais vraiment discuter avec toi de tout ça. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc, je te souhaite une bonne continuation. On se dit du coup à la prochaine. Super. Ben, on reste en Et j'espère contact et qu'on. Bien oui, bien sûr, sûr. avec sans Et souci. j'espère que très bientôt tu auras une personne de ma part pour un autre Ah, mais t'inquiète pas. passionnant podcast. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais écoute, je te dérange pas plus. Tu prends soin de toi et on se dit à la Merci. prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Salut. Ciao. Ciao.